Vous avez la parole. Mes chers collègues, je vais d'abord commencer par quelques chiffres. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup dans le document d'orientation budgétaire que vous nous avez procuré, qu'il s'agisse de la première version ou de la version définitive, mais pour certains, je le dis, j'ai reconstruit les chiffres en fonction de pourcentages, de tendances, et il se peut qu'ils ne soient donc pas d'une fiabilité 100% au centime près. Ceci dit, quelques chiffres qu'il faut rappeler dans le cadre de cette discussion budgétaire, sachant que je ne reviendrai pas sur certaines choses qui ont été évoquées à l'instant en termes de politique publique, mais je compléterai. D'abord, une bonne nouvelle qui est annoncée, et il faut s'en réjouir, qui serait le retour à une épargne nette positive en moyenne de 2,8 millions par an sur les 3 exercices budgétaires à venir, et de l'ordre de 3,6 millions pour l'année 2018, dans un contexte, et cela vient d'être évoqué, où les dotations de l'État ne baisseraient plus, là où vous aviez au départ envisagé leur baisse. La deuxième chose, et ça n'est pas anodin dans la période que nous traversons, parce qu'en tant qu'élus locaux, nous sommes majoritairement, pour ne pas dire de façon écrasante, majoritairement opposés aux décisions qui ont été annoncées par le gouvernement sur le logement social, sur la baisse de l'APL, sur le report du financement sur les organismes de logement social en pompant leur trésorerie, disons les choses telles qu'elles sont. Et par ailleurs, dans ce même temps, vous continuez à baisser la subvention du CCAS, qui baissera dans les faits de 600 000 € avec une compensation qui ne suffira pas, en effet, à faire que le CCAS voit la réalité de ses moyens baisser. Nous passerons en 2015 d'une subvention qui était de l'ordre de 25 millions d'euros à une subvention qui sera de l'ordre de 21,3 millions d'euros si les calculs que j'ai faits en fonction des informations que vous donnez dans le document budgétaire sont les bons. Dans le troisième temps, le contexte qui est celui dans lequel nous discutons d'orientation budgétaire à Grenoble est un contexte de baisse continue de subventions aux associations dans une des villes de France qui reste la plus dense en termes de vie associative et donc d'emploi associatif, avec les conséquences que cela peut avoir. Là encore, c'est le compte administratif qu'il faut regarder. En 2015, les subventions aux associations représentaient 24,5 millions d'euros. Elles représentent au BP 2017, puisque nous n'avons pas de chiffre prévisionnel pour 2018, 21,2 millions d'euros. Quatrième point, il a été évoqué à l'instant, l'encours de la dette a augmenté entre 2015 sur le seul budget principal, mais quand on prend le budget consolidé, les tendances sont les mêmes, et est passé de 274,5 millions d'euros en 2015 à un prévisionnel de 288 millions d'euros en 2018, soit une augmentation de 13,6 millions d'euros, plus 5%. Dans le même temps, la baisse des investissements est de l'ordre de 15 millions d'euros sur la période. Je ne poserai pas la question de savoir où va l'argent, mais certains risquent en effet de se la poser à notre place. Les Grenoblois doivent le savoir aussi, puisque j'y reviendrai tout à l'heure en parlant de la taxe d'habitation. Les orientations budgétaires sont travaillées, malgré cette réforme, avec une hausse de produit de la fiscalité de l'ordre de 1,5% par an sur les 3 prochaines années, c'est-à-dire environ 2 millions d'euros tous les ans supplémentaires en recettes, là où, au départ, vos prévisions sur la dynamique des produits fiscaux, étaient beaucoup moins nettes que ce chiffre-là. Dans le même temps, vous annoncez une réflexion sur l'évolution du versement des dividendes des SEM et des SPL de la ville, qui passerait de l'ordre de 1 million d'euros redistribués au budget de la ville à 1,5 million en 2018, soit une augmentation de 50%. Nous sommes dans le cadre des orientations budgétaires. Il serait intéressant de savoir si cela correspond
à une santé financière florissante de ces SEM et de ces SPL, qui du coup pourraient dégager des dividendes supplémentaires en direction de l'actionnaire ville, ou si c'est un choix de l'actionnaire ville vers ces SEM et SPL, et à quel prix pour ces entreprises-là. Je le dis d'autant plus que vous n'avez eu de cesse de 1995, même pas les années où vous étiez dans l'opposition, à 2014, de dire que les dividendes versés par les SEM étaient d'une certaine façon une double peine imposée aux Grenoblois, puisque si nous pouvions verser ces dividendes, c'est que forcément, la facturation que nous opérions alors était au détriment des Grenoblois et que, excusez-moi de le dire de cette façon-là, nous nous faisions de la laine sur le dos, sur leur dos, que nous récupérions ici au budget de la ville. Quand on parle de non-augmentation de produits fiscaux, ne pas évoquer ces chiffres-là, ne pas évoquer quand même l'évolution continue en augmentation des tarifications municipales depuis maintenant 3 ans, et parfois dans des proportions assez considérables, relève pour le moins d'une façon de présenter les choses qui ne correspond pas au ressenti de nos concitoyens grenoblois en matière de pouvoir d'achat lié à la politique municipale. Autre point, et il n'est pas négligeable. Vous nous dites que l'enveloppe dédiée au personnel sera relativement stable. D'abord, elle était stable, après elle était relativement stable, maintenant elle est quand même en légère baisse. Elle est de l'ordre d'idée de 140 millions d'euros. Dans votre document d'orientation budgétaire, qui ressemble à un catalogue de ce que vous voulez présenter, et en cela, moi, je n'y vois aucun inconvénient, vous valorisez vos politiques, nous ne savons pas ce que vous attendez réellement du service public aux Grenoblois, avec un niveau d'investissement pareil de la collectivité. Vers quelle politique publique ces 140 millions d'euros demain seront-ils prioritairement dédiés en direction des populations grenobloises? Est-ce que nous allons faire plus sur la propreté de nos quartiers? Est-ce que nous allons faire plus sur la prévention et la sécurité? Vous dites que vous allez faire plus sur l'école. Très bien. Là-dessus, je pense que beaucoup d'entre nous pouvons nous retrouver, et je le dis très clairement, je pense que ça a été un des grands points faibles de la municipalité précédente. Il nous a coûté cher. Vous en avez décidé autrement. Je pense que c'est une bonne décision. En revanche, sur la culture, honnêtement, arrêtons de nous raconter des histoires. Vous avez acté, lors du dernier conseil municipal, des décisions de fermeture d'équipements de lecture publique que vous allez transformer autrement, qui vont avoir des missions de lecture publique sans la présence aussi forte de professionnels dédiés à la médiation en direction des publics les plus difficiles. Il y a donc là une difficulté que vous ne pouvez pas nier, et je suis heureux d'entendre Mathieu Chamussi, mais je pense que ça viendra pour tout le monde, dire que Madame la ministre de la Culture a très clairement ouvert la porte en direction des collectivités sur ce dossier-là. Je me souviens que lorsque je l'ai dit il y a quelques mois, cela s'est fait dans un brouhaha. Ça venait aussi d'être annoncé par Madame Nyssen, gentiment d'incompréhension pour ne pas dire autre chose. Mais cette piste, dite ce soir par Mathieu Chamussi, il faut la creuser jusqu'au bout. Et l'année 2018 doit être en effet celle qui doit nous permettre de voir s'il n'y a pas moyen de revenir sur certaines décisions en discutant avec l'État. Je vous l'ai dit plusieurs fois, nous sommes plusieurs à vous l'avoir dit, nous attendons de voir concrètement comment les choses s'engagent. Quelle répartition souhaitez-vous donner dans le cadre de vos dépenses de fonctionnement sur ces politiques publiques? Je vais m'arrêter sur la tranquillité et la sécurité, mais de façon différente de ce qui vient d'être fait. Moi, j'ai été adjoint à la tranquillité, à la sécurité, à la prévention. J'ai donc fait des choses. Sur certaines, peut-être que je ne le ferai pas autrement, peut-être que j'y reviendrai différemment maintenant, mais ce n'est pas le sujet. Vous dites que vous êtes candidat à la police du quotidien. Très bien. Il serait quand même bien de dire en même temps
avec quels effectifs de police municipale, en baisse, en hausse, en maintien. Il serait en effet bien de dire si, dans le même temps, la doctrine d'emploi de cette police municipale ne bouge pas ou si elle évolue. Et là-dessus, je rejoins l'intervention qui vient d'être faite. Vous dites que vous allez équiper la police municipale de caméras piétons. Très bien. Avec quels objectifs? Quel nombre? Est-ce qu'il s'agira simplement, ce qui est déjà beaucoup, de protéger nos personnels, d'éviter les outrages, mais aussi éventuellement de leur permettre de faire la preuve a posteriori qu'un conflit n'a pas vraiment eu la réalité qui est celle qui est souvent décrite avec le policier qui est forcément très méchant et la personne qui peut avoir été en face de ce policier qui, elle, est blanche comme l'agneau. Donc là, nous avons besoin de chiffres. Les objectifs, le coût, l'évaluation que vous souhaitez en faire, comment vous souhaitez le faire et dans quelle temporalité. Vous écrivez enfin que vous souhaitez le retour de l'éducation spécialisée en centre-ville. Parfait. Là encore, avec quels moyens? Pour quels objectifs précis? Pour faire quoi exactement, en direction de quelle population, dans quel secteur du centre-ville? Ne me dites pas ben, parce qu'à part une phrase sur le thème « on va remettre de la prévention spécialisée », nous n'avons pas de chiffres dans le document. Donc peut-être qu'il n'est pas encore prêt, on peut l'entendre. Mais il faut que nous puissions en discuter avant de voter le budget dans le prochain conseil municipal en connaissance de cause. Quand je parle de niveau de service public, je ne peux pas ne pas faire comme si la question de la proximité, beaucoup plus, et je le répète ici, quitte à ne pas être compris, que la question de la démocratie locale est, à nos yeux, une question que vous ne prenez pas dans le bon sens. La fermeture d'équipements de lecture publique n'est pas isolée. Vous avez fermé d'autres équipements à la population, vous avez annoncé des fermetures dans le cadre du plan d'austérité que vous avez mis en place, que vous appelez plan de sauvegarde. Il serait intéressant que sur cette question de la proximité, là où vous parlez beaucoup de politique territoriale, énormément dans votre document, nous puissions avoir une idée chiffrée des budgets qui seront dédiés territoire par territoire aux politiques publiques que vous souhaitez mettre en œuvre. Ces chiffres-là, nous ne les avons pas, peut-être les avez-vous. J'espère que nous les aurons au moment du vote du budget. Le dernier point, et c'est quand même un manque dans ce document, même si j'ai entendu l'adjoint en charge des finances l'évoquer, c'est le questionnement, pour ne pas dire l'épée de Damoclès forte, qui pèse sur l'ensemble des collectivités locales et en particulier sur les villes, dans la suite de ce mandat présidentiel qui vient de s'engager. D'abord, je crois qu'il faut un peu se calmer sur le fait de se dire que la dotation globale de fonctionnement ne baissera pas forcément. La lettre du Premier ministre, qui a été envoyée par les soins normalement des services de la préfecture, Monsieur le maire, à vos services, le 26 octobre 2017. Une lettre qui est datée du 23 octobre 2017. Dit très clairement: s'agissant des dépenses, nous avons demandé aux collectivités territoriales d'identifier 13 milliards d'euros d'économies sur les 5 prochaines années par rapport à ce qu'aurait été leur évolution tendancielle. On va s'amuser déjà rien que sur cette phrase-là. Contrairement à ce que vous entendez parfois, il ne s'agit pas de baisse de dotation, ni même de baisse nette de dépenses, mais d'une maîtrise raisonnée de leur augmentation. C'est assez bien dit. Je pense que certains à Bercy ont tourné la phrase à peu près 10 fois. Vos dépenses ne vont pas diminuer en valeur absolue. Elles vont continuer à augmenter, mais nous vous demandons de maîtriser le rythme de cette augmentation. En 3 phrases, à peu près, tout est dit, mais surtout, la suite est intéressante. Concrètement, là où vous avez dépensé 100 € en 2017, l'objectif sera donc de ne pas dépasser 101,2 € en 2018, en concentrant naturellement vos efforts sur la maîtrise de vos dépenses de fonctionnement
afin d'augmenter votre capacité d'autofinancement et donc de diminuer d'autant vos besoins en emprunt pour financer vos besoins d'investissement. Finalement, vous avez fait du Macron avant l'heure, si on vous écoute, ou du Édouard Philippe, je ne sais pas comment il faut le dire. Mais moi, je vais vous dire les choses telles que je les pense. L'objectif tel qu'il est écrit ici sera extrêmement difficile à réaliser parce que quand on m'explique que 13 milliards d'euros d'économie, c'est sur la hausse tendancielle des dépenses potentielles que vous auriez pu faire que cela va être calculé, j'ai envie de regarder la personne qui m'écrit en lui demandant si elle me prend pour ce que je ne suis pas et si en fait on n'est pas quand même en train de nous annoncer qu'après une pause en 2018, il risque de ne pas y avoir d'autre choix que de baisser encore les dotations de l'État en direction des collectivités. Pourquoi je dis cela? Pas parce que M. Philippe en voudrait à M. Piolle ou à d'autres maires de grandes villes ou de petites villes ou de moyennes villes, ce n'est pas le problème. C'est que l'État ne fait pas dans le même moment, ou n'annonce pas faire dans le même moment, les efforts qu'il va demander aux collectivités locales. Et qu'actuellement, tous les papiers économiques sérieux montrent que les finances publiques de l'État ne sont pas encore entrés dans un cercle de maîtrise absolue si les chiffres de la croissance ne continuent pas à être ce qu'ils sont sur 2017 et annoncés pour 2018. Ce qui, au passage, rend donc indispensable le fait que la croissance demain soit nécessaire. Et c'est là où quand même nous avons un léger point d'interrogation. Les nuages s'amoncellent. Il faudrait vraiment ne pas lire la presse pour savoir que dans certaines régions du monde, si nous retrouvons la croissance, les choses sont un peu moins claires. Quant aux exportations de notre pays, elles restent toujours atones, et que c'est aussi ce qui déclenche la croissance d'un pays sur le long terme. Dernier point sur la suite, en termes de finances publiques et de maîtrise de finances publiques. Vous savez, monsieur le maire, que les élus de France urbaine se posent, c'est l'association des élus des grandes villes, se posent beaucoup de questions sur cette question du ratio d'endettement à respecter. Certains même estiment qu'elle ne tient pas la route, parce que tout simplement, elle ne tient pas compte des situations particulières des villes par rapport aux autres. Et nous revenons à notre histoire d'endettement, qui est notre histoire. C'est une partie de notre patrimoine, on s'en passerait bien, mais c'est comme ça. La ville de Grenoble n'aura pas la même facilité que d'autres villes à rentrer dans ce cadre-là sans prendre des décisions financières qui risquent d'être compliquées en matière au moins d'étalement de l'investissement sur la durée. Ça n'est donc pas quelque chose qui est imposable à l'ensemble des villes sans prendre en compte la situation historique des finances de la ville. Pour terminer, la taxe d'habitation. C'est très difficile de dire à quelqu'un qui la paye que cette mesure est dangereuse. Parce qu'évidemment, la seule chose qu'il a entendue, c'est que lui, éventuellement, ou elle, ne la payerait plus dans 2 ans. Ceci dit, et c'est une question que je vous pose, moi aussi, M. Sabri, mais ça n'est pas une question qui demande réponse ce soir, je pense qu'il nous faut avoir le plus vite possible, pour que nous sachions quel est l'impact de cette mesure sur Grenoble, la structure des ménages grenoblois et de ceux qui vont se retrouver dans les 80% ou les 20%. Est-ce que nous allons faire partie des villes qui vont avoir beaucoup de ménages concernés par cette suppression de la taxe d'habitation, ou peu? Et je pense que, étant donné la sociologie grenobloise, on pourrait avoir une surprise assez forte de ce côté-là. Si je dis cela, c'est parce que le danger, il n'est pas tant seulement sur la libre administration des collectivités, il est là, c'est très clair. Sur la recentralisation, il est là, c'est très clair. C'est que demain, quel que soit l'élu qui est assis sur les bancs de cette Assemblée, quelle que soit son étiquette politique, quelle que soit la place qu'il occupera dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, il aura affaire non plus à une diversité de concitoyens, mais à certains qui estimeront faire partie d'un syndic de copropriété parce qu'ils payent encore des impôts et qu'ils demanderont à être servis avant les autres qui, eux, n'en payent plus. C'est un danger de rupture et de fracture sociale pour nos collectivités qui est majeur. Ça veut dire que dans 2 ans et demi, nous commencerons à avoir, et même peut-être dès l'année prochaine, des Grenoblois qui vont nous dire « c'est très bien ce que vous faites, c'est fabuleux ce que vous faites pour la solidarité, mais moi je paye. Et j'en ai marre que vous m'expliquiez
que vous n'assurez pas le service public en bas de chez moi alors que je continue à payer la taxe d'habitation. Il est là le danger majeur et il n'est pas ailleurs. Et j'aimerais, monsieur l'adjoint aux finances, j'aimerais, monsieur le maire, qu'il y ait une réflexion politique très forte sur cette question-là. Parce que nous n'avons pas mesuré encore la fracture potentiellement dévastatrice de cette décision dans ce qu'on appelle le vivre ensemble, que les gens ne veulent plus écouter ni entendre tellement ça a été galvaudé. Mais là, on va toucher du doigt une difficulté que nous n'avions jamais connue jusqu'à maintenant. Je crois que parler d'orientation budgétaire, dans ce cadre-là, il aurait été intéressant, pour ne pas dire utile, que nous puissions vous entendre et même vous lire ce soir sur ces sujets. Malheureusement, ça n'est pas présent dans vos documents, dans votre document, qui pourtant est très phrasé et qui comporte beaucoup d'annonces. Vous en avez fait quelques-unes. Nous suivrons ce que vous voulez faire sur l'accès au droit, parce que M. Denoyel l'a dit, c'est une question très importante. Il y avait un travail déjà qui avait été engagé précédemment. Vous le précisez, c'est très bien. Nous souhaitons en effet savoir exactement ce que veut dire un plan canicule en 2018, ce qu'il recouvre. Nous souhaitons savoir ce que vous voulez faire dans le cadre de la cellule interinstitutionnelle de suivi des jeunes majeurs en situation d'urgence. Quels jeunes majeurs là aussi? Vers quelle population en particulier? Nous souhaitons savoir les moyens que vous voulez mettre sur les maisons d'habitation et les mises à disposition gratuites de maisons d'habitation, tout comme nous souhaitons vous entendre dire, et c'est très bien parce que vous allez le faire ce soir, qu'il faut aussi qu'une ville se retrouve sur des moments de fête, comme le jubilé des JO 2018, que vous n'auriez sans doute pas approuvé il y a quelques années, mais que vous portez maintenant. Très bien, faisons la fête ensemble, regardons comment nous pouvons vivre ces événements-là sans aucune différence entre nous. Et je terminerai sur un point, parce que ça a été évoqué maintenant depuis plusieurs conseils municipaux, celui du pouvoir d'agir des habitants. Cette question-là, tout le monde tourne autour depuis maintenant très longtemps. Celui qui a trouvé l'alpha et l'oméga, je ne le connais pas, ni en France, ni même au Québec, quand on va à Montréal voir comment ils font. Ils ont quand même aussi quelques échecs. Est-ce que nous ne pourrions pas regarder sur une politique publique précise à définir comment nous pouvons donner une garantie de pouvoir d'agir aux habitants de Grenoble, pour voir après comment justement la méthode a été mise en place, les échecs et les écueils que nous avons pu rencontrer, et arrêter de nous baigner les uns et les autres, soit dans une espèce de glorification permanente, soit dans une critique pour la critique. Et je termine là-dessus pour vous dire ce que j'ai fondamentalement envie de vous dire depuis que j'ai lu ce document d'orientation budgétaire. C'est un document où, si on le lit, j'allais dire, première lecture et premier sens, c'est un document de présentation de vos actions, très positif pour ce que vous faites. J'aime pas le terme d'autosatisfaction, et heureusement que vous êtes satisfait de ce que vous engagez, parce que sinon ce serait vraiment très très inquiétant. Mais on n'en est pas loin. Et je vous alerte juste sur une chose. Je suis très étonné de voir qu'au bout de 3 ans, vous en êtes déjà là, quand l'équipe précédente a mis à peu près 15 ans à tomber dans ce travers, avec les défauts et le résultat final que je connais.